Je m'appelle Misty Larson. J'ai 20 ans. Lorsque j'avais 17 ans, mon propre père, professeur de psychologie, m'a enfermé dehors dans un blizzard à -20 degrés pendant 85 minutes brutales parce que je rentrais du travail avec 20 minutes de retard. Il appelait cela un protocole de résilience aux conditions météorologiques extrêmes. Ma mère, qui dirige l'organisation à but non lucratif Family for Support Network, m'a envoyé un SMS pour me dire que j'avais retenu la leçon, puis elle est allée se coucher alors que j'étais encore en train de mourir de froid. Ma sœur de 13 ans se tenait à la fenêtre du salon, téléphone en main, prenant calmement des notes sur mes cris comme la parfaite petite assistante de recherche que papa lui avait appris à être. Ils pensaient que leur expérience était parfaite. Ils pensaient que leurs journaux, leurs carnets de bord et leurs propositions de subventions secrètes resteraient cachés à jamais. Mais à 23h45 cette même nuit, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir a tout fait voler en éclats. C'est à ce moment-là que leur mensonge académique parfait a commencé à brûler. Avant de vous ramener 3 ans en arrière, le 15 mars 2021, jour où ce cauchemar a discrètement commencé, 3 jours seulement après mon 14e anniversaire, je voudrais vous poser une question. Et si vous avez déjà été blessé par les personnes qui étaient censées vous protéger le plus, ou si cette histoire vous touche de près, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Cela permet à des histoires comme celle-ci d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez la télévision. Et avez-vous déjà eu l'impression que votre propre famille menait des expériences sur vous? Je lis tous les commentaires. Très bien, revenons en arrière. Mon père m'a appelé dans son bureau cet après-midi-là. Je me souviens de l'odeur, du café, des vieux livres et du cuir de son fauteuil. Ma mère était là aussi, assise sur le petit canapé près de la fenêtre. Brooklyn a jeté un coup d'œil par l'embrasure de la porte, curieuse. Misty, dit mon père en faisant un geste vers la chaise qui se trouve en face de son bureau. Je voudrais te parler d'un projet qui pourrait t'aider à atteindre ton plein potentiel. Je me suis assise. Je pensais qu'il parlait d'une préparation à l'université, peut-être d'un tuteur, quelque chose de normal. Tu as 14 ans maintenant, poursuit-il. C'est à l'adolescence que l'on construit la résilience. J'ai mis au point des exercices, étayés par des recherches, qui t'aideront à devenir plus fort et plus discipliné. Ta mère et moi te guiderons. Brooklyn pourrait t'aider à documenter les progrès réalisés. C'est une opportunité. Sur son bureau trônait un journal relié en cuir flambant neuf. Je ne pouvais pas voir la couverture de mon point de vue, mais j'apprendrai plus tard ce qu'elle disait. Sujet A. Étude longitudinale. Je ne savais pas que le sujet A, c'était moi. D'accord, ai-je dit, car que dire d'autre lorsque votre père, un professeur de psychologie, quelqu'un qui étudie le comportement humain pour vivre, vous dit qu'il a un plan pour vous aider? En fait, j'ai dit oui. Je pensais qu'il parlait de technique d'étude. Je pensais qu'il parlait de planification. Je ne savais pas que je venais d'accepter de devenir un rat de laboratoire dans ma propre maison. Et la première année, il y a eu 8 séances. Mon père les appelait les essais de référence. Ils semblaient bizarres, mais pas dangereux. Pas au début. Une fois par mois, j'avais une journée de jeûne. Pas de nourriture pendant 24 heures. Mon père m'a expliqué qu'il s'agissait d'enseigner la discipline. Développer sa capacité à retarder la gratification. Ensuite, il y avait des périodes de silence. 24 heures pendant lesquelles je n'avais pas le droit de parler. Il appelait cela pratiquer la maîtrise de soi. J'écrivais des notes si j'avais besoin de quelque chose. Venaient ensuite les week-ends d'isolement. Je restais dans ma chambre du vendredi soir au dimanche matin. Développer l'indépendance, disait ma mère d'un ton approbateur. Brooklyn trouvait cela fascinant. Elle avait 10 ans et notre père lui avait confié ce qu'elle pensait être un travail important. Misty, papa m'a laissé utiliser son minuteur, m'a-t-elle dit avec enthousiasme pendant ma 2e période de silence. Je suis en train de suivre l'évolution de ton silence. Tu en es à la 16e heure, il n'en reste plus que 8. Papa dit que je suis une chercheuse naturelle. Elle avait un cahier rose avec des autocollants de licorne. À l'intérieur, dans son écriture enfantine, elle notait mes réponses. Combien de temps il me fallait pour arrêter d'essayer de parler? Si je semblais frustré, si je m'adaptais bien. L'innocence documente l'abus, mais aucun de nous ne le savait encore. Je n'en ai parlé à personne, ni à mon ami Jordan, ni à mes professeurs. Parce que ce n'était pas des coups. Ce n'était pas des cris. C'était structuré.
Il y avait du vocabulaire. Comment signalez-vous que vos parents vous donnent des évaluations de base? La deuxième année, il y a eu 16 séances. L'escalade était claire, mais j'étais déjà trop enfoncé pour m'en rendre compte. Les essais d'adaptation à la température ont commencé en janvier 2022. Mon père m'a enfermé dans notre garage non chauffé pendant 3 heures. Il faisait 38 degrés à l'extérieur et plus froid à l'intérieur, sans isolation. Il s'agit de développer la tolérance au froid, m'a-t-il expliqué. En juillet, il m'a enfermé dans le grenier pendant 4 heures lors d'une vague de chaleur. La température là-haut atteignait 96 degrés. Évaluation de l'endurance à la chaleur. J'ai commencé à perdre du poids. Mon père en a tenu compte dans un tableau Excel. Je l'ai vu une fois, par hasard, en lui apportant un café pendant qu'il travaillait. Des cellules colorées, des graphiques, le delta de poids en corrélation avec l'amélioration de l'observance. L'en-tête d'une colonne a été lue, ma mère a relu ses notes. Je les entendais parfois tard le soir, alors que j'étais censé dormir. Chérie, tu as mal orthographié l'endurance, disait-elle. Peut-être aussi reformuler cette section, le sujet à manifester de la détresse semble négatif. Disons. Le sujet a montré une réaction de stress prévue. C'est plus scientifique. Elle lui rendait le journal. Elle apporterait des corrections. Elle sourit. La femme qui dirigeait une association à but non lucratif destinée à aider les familles aidait son mari à documenter les souffrances de notre fille dans un langage clinique. En septembre de la même année, au cours de ce que mon père a appelé une épreuve d'endurance physique, je me suis cassé une côte. 2 heures de pompe forcée, sans pause, sans eau. Je me suis effondré. J'ai senti quelque chose craquer. Mon père l'a enregistré. Stress involontaire du squelette. Note pour l'ajustement du protocole. Il ne m'a pas emmené chez le médecin. Ma mère a fait un pansement à la maison. J'ai dit à l'école que j'étais tombé pendant les essais de volley-ball. La cicatrisation s'est faite de travers. Je le sens encore quand je respire profondément. Et la 3e année a donné lieu à 18 séances. Les protocoles avaient maintenant un nom. Extrême. Les évaluations cognitives avec privation de sommeil signifiaient que je devais rester éveillé pendant que mon père testait mes compétences en mathématiques, ma mémoire, ma capacité à prendre des décisions. Et elle me réveillait chaque fois que je commençais à m'assoupir. Brooklyn s'asseyait à proximité avec son téléphone, documentant la dégradation de mes performances au fil du temps. L'isolement par privation sensorielle signifiait 12 heures dans notre cave obscure. Pas de lumière, pas de son, juste moi. Le sol en béton et l'odeur de moisissure. Les essais d'élimination sociale consistaient en des périodes de 2 semaines pendant lesquelles je n'étais pas autorisé à parler à qui que ce soit en dehors de notre famille. Pas d'amis, pas de SMS à Jordan, rien. Brooklyn avait 12 ans, puis 13. Parfois, j'apercevais une lueur dans ses yeux. Le doute, peut-être, la gêne. Mais ensuite, mon père lui envoyait un message. Session 38 demain. J'ai besoin que tu documentes toutes les 30 minutes. Mettez des alarmes. La précision est importante. Ces données pourraient aider tant d'adolescents à apprendre la résilience. Tu contribues à quelque chose d'important. Elle avait 18 alarmes récurrentes sur son téléphone. Je les ai vues une fois quand elle l'a laissé sur le comptoir de la cuisine. Vérification de la première session. Vérification de la deuxième session. Sa vie d'adolescente normale était programmée pour documenter la torture de sa sœur. Mais elle ne pensait pas que c'était de la torture. Elle pensait que c'était de la science. Le 28 décembre 2023, nous avons eu la session 42. L'entrée du journal de mon père cette nuit-là. Le temps n'est pas assez rigoureux pour le protocole des températures extrêmes. Report de l'essai d'exposition à l'extérieur jusqu'à la vague de froid de janvier. Les prévisions suggèrent une fenêtre optimale au milieu du mois. Il planifiait, attendant que le temps soit suffisamment dangereux. Pendant ce temps, j'avais mes propres projets. Des plans cachés. Dans mon casier à la librairie du campus où je travaillais à temps partiel, je gardais une liste scotchée à l'intérieur de la porte. Les choses à faire quand j'aurai 18 ans. 1. Obtenir mon propre compte en banque. 2. Déménager. 3. Ne jamais revenir. 4. Dire à quelqu'un. Mon 18e anniversaire était le 14 mars 2024, à 58 jours de cette nuit de décembre. Je les ai tous comptés. Une fois,
dans un moment d'insouciance, je me suis faufilée dans le bureau de mon père alors que la maison était vide. J'ai ouvert l'un de ses journaux et j'ai trouvé une entrée concernant la session 35. Dans la marge, j'ai écrit de ma main, 58 jours avant la liberté. Il ne l'a jamais vu. Ou s'il l'a vu, il n'a rien déité. J'y survivais avec espoir, je planifiais mon évasion, je faisais le compte à rebours. À l'extérieur de notre maison. Ma vie semblait presque normale. J'allais au lycée Grand Forks Central, j'avais une moyenne de B, je travaillais à la librairie de l'université 15 heures par semaine, j'avais un ami proche, Jordan, qui ne savait rien de ce qui s'était passé à l'intérieur de ma maison. Les enseignants ont vu en moi un élève tranquille, peut-être un peu trop maigre, mais certains enfants sont tout simplement minces, sans signaux d'alarme. La conseillère scolaire m'a demandé un jour si j'avais perdu du poids pendant ma première année. Je lui ai dit que j'allais rejoindre l'équipe de natation et que je m'entraînais dur, un mensonge enveloppé de juste assez de vérité pour être crédible. Jordan m'envoyait un texto. Toujours d'accord pour aller au cinéma vendredi. Je lui répondais. Je ne peux pas. J'ai des affaires de famille. Tu as toujours des affaires de famille. Mes parents sont très attachés aux moments passés en famille. C'était vrai. Mais pas le genre de moment en famille qu'elle imaginait. Le masque était parfait. Personne ne l'a vu. Le 18 janvier 2024 a commencé comme n'importe quel autre jeudi. Je suis allée à l'école, je suis rentrée à la maison, je me suis changée et j'ai pris mon service à la librairie à 15 heures. Ma mère était à son centre de profit. Brooklyn était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Misty, a dit mon père au moment où je partais. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, une tasse de café à la main. Tu as regardé les prévisions? Avertissement de blizzard ce soir. J'attends que tu rentres à la maison à 9h30 précise. Pas d'exception. Il a souri, mais ses yeux étaient calculateurs. Un temps pareil? Il a ajouté avec désinvolture. Parfait pour évaluer la résilience, n'est-ce pas? Mon estomac a lâché. J'ai regardé le calendrier de la cuisine derrière lui. Il y avait un cercle rouge autour de la date d'aujourd'hui, session 43, 18 janvier, en fonction de la météo. Il avait planifié cela, en attendant qu'il fasse assez froid. Je serai à l'heure, ai-je dit. Brooklyn m'a rattrapé à la porte. Elle a chuchoté, sois à l'heure ce soir. S'il te plaît. Papa a planifié celui-ci. Planifié quoi? Elle avait l'air effrayée, vraiment effrayée, pas excitée. Juste, sois à l'heure. J'aurais dû m'en douter. Ce regard dans ses yeux a été le premier coup de théâtre. Le travail à la librairie était normal jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ma collègue a remarqué que je consultais constamment mon téléphone. L'alerte au blizzard a été lancée à 19h30. À 20h30, le vent hurlait déjà à l'extérieur des fenêtres du syndicat. Notre directeur a fait une annonce. Nous fermons plus tôt. 8h45, que chacun rentre chez soi en toute sécurité. Je me suis sentie soulagée. J'avais le temps de respecter mon couvre-feu de 9h30. La navette du campus, la ligne 5, passait toutes les 12 minutes. Je serais rentrée à 9h15, peut-être 9h20 au plus tard, mais j'ai reçu la notification. Et la ligne 5 est retardée. Accident sur Gateway Drive. Arrivée prévue à 21h22. J'ai envoyé un texto à mon père à 21h22. Bus retardé. Accident sur Gateway. Il aura 15 minutes de retard. Désolé. Sa réponse est arrivée instantanément, notez, les conséquences suivent les choix, Misty. Nous en avons discuté. Le bus est finalement arrivé à 21h28. J'ai couru les 1,4 miles qui me séparaient de la maison dans la neige qui tombait déjà en abondance et en épaisseur. L'air froid me brûlait les poumons. Mon polo d'uniforme de la librairie du campus n'était pas fait pour des températures négatives de 20 degrés. J'ai atteint notre porte d'entrée à 21h37, avec 7 minutes de retard. J'ai frappé. J'ai vu du mouvement à travers la fenêtre. Mon père a ouvert la porte, s'est tenu dans l'embrasure et n'a pas bougé. Tu es en retard, a-t-il dit. Papa, ai-je commencé, le bus était. Il a fermé la porte. J'ai entendu le bruit de la serrure. Je suis resté planté là, confus. C'était différent. D'habitude, les conséquences se passent à l'intérieur.
Les temps morts, les restrictions, les séances supplémentaires. Mais pas à l'intérieur. Mon téléphone a sonné. Un message de ma mère. Session 43 initiée. Protocole de résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Durée, 90 minutes. Température de base, -20°F. C'est pour ta croissance. Je l'ai lu 3 fois. 90 minutes. -20°. L'alerte du service météorologique national sur mon téléphone indiquait, conditions mortelles, éviter les déplacements inutiles. J'ai appelé le numéro de mon père, la boîte vocale. J'ai réessayé, la boîte vocale. Papa. Ce n'est pas ma faute. Le bus a été retardé. Il y a eu un accident, s'il te plaît. C'est dangereux ici. La boîte vocale m'a coupé au bout de 60 secondes. J'ai frappé à nouveau, 30 fois. J'ai compté parce que cela me permettait de me concentrer sur autre chose que le froid qui s'infiltrait déjà à travers ma veste. Puis j'ai levé les yeux. Brooklyn se tenait à la fenêtre du salon, éclairée par la lueur chaude de la cheminée. Elle tenait son téléphone à 2 mains. Nos yeux se sont croisés, sa bouche a bougé. Je ne pouvais pas entendre à travers la vitre, mais je pouvais lire sur ses lèvres. Je suis désolée, mais elle n'a pas ouvert la porte. Elle a baissé les yeux sur son téléphone et a commencé à taper. À l'intérieur, mon père avait réglé une minuterie, 90 minutes. Le travail de Brooklyn était de documenter mes réponses toutes les 15 minutes, 958 p.m., marque de 15 minutes. Dans son journal, le sujet montre une détresse verbale, frappe à la porte à plusieurs reprises. Tremblement visible. Elle a appuyé sur envoyer. Mon père a jeté un coup d'œil à son téléphone depuis le canapé et a hoché la tête en signe d'approbation. Brooklyn s'est sentie mal pour la première fois, mais elle a continué à enregistrer. Les 10 premières minutes, j'ai crié. J'ai crié, j'ai supplié. Je n'en suis pas fière, mais c'est la vérité. Je voyais Brooklyn à la fenêtre, le téléphone levé. Plus tard, j'ai appris qu'elle n'enregistrait pas de vidéo. Elle tapait des notes, documentant mes réactions comportementales comme papa le lui avait appris. Pour tous ceux qui regardaient de l'extérieur, elle avait l'air calme, clinique, la parfaite assistante de recherche. Ce que je ne pouvais pas voir de l'extérieur, c'était ses mains qui tremblaient pendant qu'elle tapait. Ce que je ne savais pas, c'est que chaque cri était une nouvelle fissure dans le mensonge que notre père avait construit pour elle. Le froid agit rapidement à -20°. De la 10e à la 20e minute. J'ai essayé toutes les portes, la porte d'entrée, verrouillée, la porte de derrière, verrouillée, le garage, verrouillé. J'ai essayé les fenêtres, toutes verrouillées de l'intérieur. J'ai envoyé un nouveau message à mon père, s'il vous plaît, je suis désolé. C'était le bus, laissez-moi entrer. Pas de réponse. J'ai appelé Jordan. Pas de réponse, elle devait déjà dormir. J'ai pensé à appeler le 911. Mon doigt a frôlé le bouton, mais quelque chose m'en a empêché. La peur d'aggraver la situation, des années de conditionnement? Je n'en sais rien. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. De la 20e à la 30e minute, le froid a commencé à faire vraiment mal. Mes doigts sont passés du rose au blanc. Je ne sentais plus mes orteils. Le refroidissement éolien à -35 me faisait l'effet d'un couteau sur toute peau exposée. J'ai essayé de rester en mouvement, j'ai fait des sauts. J'ai fait les 100 pas dans l'allée. Tout ce que je pouvais faire pour maintenir ma température corporelle à un niveau élevé. Au bout de 30 minutes, le journal de Brooklyn, sujet faisant les 100 pas, frissons visibles. Diminution de la production verbale. À l'intérieur, mes parents étaient assis sur le canapé et regardaient la télévision, des rediffusions de Home Improvement, volume 18. Mon père avait un œil sur son téléphone, vérifiant les mises à jour de Brooklyn. Ma mère avait son ordinateur portable, répondant à des courriels pour son association. Les affaires comme d'habitude. De la 30e à la 45e minute, j'ai cessé de penser clairement. Mon cerveau était brumeux, lent. Je me suis assise sur la marche du porche parce que rester debout me demandait trop d'énergie. J'ai regardé mon téléphone. La batterie était à 45%. J'avais du mal à lire l'écran à cause de ma vision floue. Étaient-ce des larmes qui gelaient sur mes cils? Ou juste mes yeux qui larmoyaient à cause du vent? J'ai essayé de compter. 58 jours avant mon anniversaire.
58 jours avant la liberté. 58 ? Qu'est-ce qui venait après 58 ? Je n'arrivais pas à m'en souvenir. À eu bout de 45 minutes, Brooklyn a tapé, le sujet semble léthargique, assis sur les marches, mouvement réduit. À l'intérieur, l'alarme de mon père s'est déclenchée. 60 minutes avant la fin prévue. Il l'a fait taire. Il a bâillé. S'est étiré. Je commence à être fatigué, a-t-il marmonné. Il s'est allongé sur le canapé. Ma mère a jeté un coup d'œil. N'oublie pas les 90 minutes. Je ne l'oublierai pas. Il a fermé les yeux. Brooklyn regardait par la fenêtre, la minuterie de son téléphone affichant 4733, les parents s'installant pour se reposer. À eu bout de 60 minutes, je ne pouvais presque plus frapper. Des coups de 6 semaines au lieu des 20 plus de tout à l'heure. Mes mains ne fonctionnaient plus. Le froid était passé de la douleur à l'engourdissement. Journal de bord de Brooklyn, le sujet est moins réactif, frappe peu. Semble fatigué. Ses mains tremblaient trop pour qu'elle puisse taper correctement. Elle a dû retaper 3 fois. Elle a regardé ses parents. Ils avaient tous les deux les yeux fermés. La télévision est diffusée dans une pièce vide. 75 minutes. Entrée de Brooklyn, sujet non verbal, mouvement minime. Elle n'a pas pu terminer. Ses parents étaient complètement endormis maintenant. Tous les deux, ils ronflaient doucement. Le chronomètre de son téléphone affichait 77.14. Et la séance était censée se terminer au bout de 90 minutes. C'est ce qu'il lui avait dit. Il me l'avait dit. Par le biais du texto. Mais il s'était endormi. Ils avaient juste oublié. Brooklyn est restée à la fenêtre, me regardant me détériorer, regardant ses parents dormir, paralysée par 3 années de formation qui lui disaient que son travail était de documenter, pas d'interférer. À 23h05, après 82 minutes. Elle a vu quelque chose qui a tout changé. La maison des Queen. La lumière du porche s'est allumée. Madame Queen est sortie en robe de chambre, a regardé, m'a vu. Brooklyn a vu le visage de Madame Queen changer. Confusion, puis horreur. Madame Queen s'est précipitée vers MOI. Et la pensée de Brooklyn à ce moment-là, oh mon Dieu, quelqu'un d'autre voit. C'est vrai. Si quelqu'un d'autre le voit, c'est que c'est réel. Valérie Queen était infirmière aux urgences depuis 22 ans. Elle savait reconnaître une urgence médicale quand elle en voyait une. Elle s'est agenouillée à côté de moi sur la marche du porche. Misty, chérie, tu m'entends ? J'ai levé les yeux. Mes yeux n'arrivaient pas à faire la mise au point. Quoi ? L'heure. Il est 11h06. Depuis combien de temps es-tu là ? J'ai essayé de me souvenir. 9h43 ou 9h30 ? Je ne sais pas. Valérie consulte sa montre. Plus d'1 heure. Par ce temps. Elle n'hésite pas, allez, à l'intérieur. Maintenant. Elle m'a aidé à me lever. M'a enveloppé de son peignoir et m'a raccompagné jusqu'à sa maison. Sa fille Chloé a ouvert la porte, les yeux écarquillés. Maman, quoi ? Des couvertures. Trousse médicale. De l'eau chaude ? Pas trop chaude ? Bouge. Chloé s'est déplacée. Alors que la porte de Valérie se refermait derrière moi, Brooklyn se tenait à notre fenêtre, observant. La minuterie de son téléphone indiquait 8522. Session 43, terminée prématurément, non pas par les chercheurs, mais par une personne extérieure. Brooklyn a regardé ses parents endormis, elle a regardé son téléphone, elle a regardé la porte d'à côté où une lumière chaude s'échappait des fenêtres des Queen, une pensée qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Devraient-ils être fâchés à cause des données contaminées, ou devrais-je être reconnaissante que quelqu'un ait arrêté cela ? Valérie se déplaçait avec une efficacité éprouvée. Elle avait déjà vu des cas d'hypothermie, elle connaissait les protocoles. Chloé. Va chercher le thermomètre dans ma trousse, le bon. Sa fille avait 19 ans et rentrait de l'université pour les vacances d'hiver. Pré-médecine. Elle a tout de suite compris. Température centrale, 94,3 degrés Fahrenheit. La normale est de 98,6. L'hypothermie et mes mains. 3 doigts de ma main droite étaient blancs et cireux. Des gelures précoces. 2 orteils de mon pied gauche. Présentation similaire.
Avec un réchauffement immédiat et un suivi, vous récupérerez probablement la plupart des fonctions, a-t-elle dit. Sa voix était calme et professionnelle. Mais vous risquez d'avoir une sensibilité permanente au froid. Des lésions nerveuses sont possibles. Elle a enveloppé mes mains avec soin et m'a apporté de l'eau tiède, pas chaude, à boire par petites gorgées. Elle a ensuite remarqué d'autres choses, la façon dont je me déplaçais avec raideur, en gardant mon côté droit. Elle avait vu suffisamment de blessures aux côtes pour reconnaître le schéma. Misty chérie. De quand date cette fracture de la côte? En septembre, au volley-ball. Son visage indiquait qu'elle ne croyait pas à la partie volley-ball, mais elle n'a pas insisté. Pas encore. Elle m'a pesé sur son pèse-personne avec ma permission. 1,5 kg pour 1,90 m. IMC 18,2. À la limite de l'insuffisance pondérale. Elle a vu les cicatrices sur mes bras. Linéaire. Guéri. Pas auto-infligé. Autre chose. Chloé documentait tout sur son ordinateur portable. Elle créait un dossier. Elle prenait des photos du thermomètre, de la présentation des engelures, de l'heure, de sa formation de pré-médecin. Il ne s'agissait pas seulement de premiers soins. Il s'agissait de recueillir des preuves. Pendant que j'étais sous la douche, me réchauffant lentement sous la surveillance de Valérie, Chloé a demandé doucement, « Maman, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe là-bas ?» Je ne sais pas encore, dit Valérie. Mais ce n'est pas une punition qui est allée trop loin. C'est autre chose. Elle dit à Chloé, « Prends des photos de tout ce que j'ai documenté, avec l'heure. » Ce n'est pas fini. À 23h43, on sonne à la porte. Les deux femmes se figent. Valérie vérifie le Judas. Brooklyn, seule, en pyjama dans son manteau, pleurait. Valérie a ouvert la porte. Brooklyn est entrée en titubant, les mots dégringolants. Misty va bien? Est-ce qu'elle va bien? Il faut que je le dise à quelqu'un. Je dois le dire à quelqu'un. Je ne peux pas garder. Je pensais que c'était de la recherche, mais ils se sont endormis et le minuteur a continué à tourner et elle était en hyperventilation. Chloé, se souvenant de sa formation en médecine, a aidé Brooklyn à s'asseoir, à guider sa respiration, régulière, lente. Brooklyn, dit Valérie avec douceur. Misty est en sécurité. Elle se réchauffe. Que dois-tu me dire? Tout. Les mains de Brooklyn ont tremblé alors qu'elle sortait son téléphone. J'ai des preuves. 3 ans. J'ai documenté 3 ans. Papa disait que j'aidais. Mais je n'aidais pas. J'étais. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je faisais? Elle a ouvert un dossier sur son téléphone. 1247 éléments, des captures d'écran, des SMS, des entrées de journal, des photos. Valérie et Chloé échangent un regard. Brooklyn, dit Valérie à voix basse. Avant que tu ne me montres quoi que ce soit, je dois te demander. Es-tu en sécurité chez toi? Es-tu en danger? Brooklyn a levé les yeux, les larmes aux yeux. Je ne sais pas. Je pensais que j'étais en sécurité. Je pensais que Misty était le sujet et que j'étais l'assistante. Mais maintenant je pense. Peut-être qu'il nous utilisait toutes les deux. Pendant les 90 minutes suivantes, Brooklyn a parlé. Elle leur a tout montré. Les textos de notre père. Documenter les réactions avec précision. Ces données sont précieuses. Vous apprenez la vraie science. Des documents de formation qu'il avait créés pour elle quand elle avait 10 ans. Comment observer les réactions comportementales sans interférence émotionnelle. Maintenir l'objectivité avec les sujets familiaux. Son journal de bord de 42 séances, chacune documentée avec des détails douloureux. Je pensais qu'elle s'était portée volontaire, dit Brooklyn, la voix brisée. Papa m'a dit qu'elle avait accepté de l'aider dans ses recherches. J'avais 10 ans. Je l'ai cru. Pendant 3 ans, j'ai cru que ma sœur voulait ça. Elle a fait défiler son téléphone, les mains tremblantes. Regardez. Session 8. Essai de restriction alimentaire. J'ai enregistré. Sujet le 3e jour sans nourriture, montrant l'irritabilité attendue, bonne collecte de données. C'était ma sœur, affamée. Et j'ai dit que c'était de bonnes données.
Le visage de Valérie était de pierre. Elle a travaillé aux urgences pendant 22 ans, a vu toutes sortes d'abus, mais celui-ci était différent. C'était systématique, documenté, justifié avec un vocabulaire académique. Il appelait ça des expériences, poursuit Brooklyn. Exposition à la température, privation de sommeil, privation sensorielle, isolement social. Chacune avait une hypothèse. Chacune avait un protocole. Elle leur a montré un message de notre Père datant de ce matin-là. Session 43 ce soir. Protocole pour les conditions météorologiques extrêmes. Documenté toutes les 15 minutes. C'est une percée dans la recherche. Il planifiait, a dit Brooklyn. Accrochez cette publication et je serai listé comme co-auteur. Elle a sorti des photos qu'elle avait prises secrètement de certaines pages. Valérie a lu une entrée à haute voix. Jour 856, 10 juin 2023. Essai de privation de sommeil. Heure 32. Le sujet présente un déclin cognitif prévisible. On lui a demandé de résoudre un problème mathématique simple. 12x8. Réponse incorrecte, 94. Excellente donnée sur l'impact de la fatigue, point. Votre sœur a été maintenue éveillée pendant 32 heures, demande Chloé. Brooklyn acquiesce. J'ai documenté ses erreurs. J'ai chronométré le temps qu'il lui fallait pour répondre. Je pensais que j'apprenais la méthodologie de la recherche, elle s'est alors complètement effondrée. J'ai regardé le chronomètre ce soir. J'ai atteint 85 minutes. Mes parents dormaient. Misty ne bougeait plus beaucoup et j'ai enfin compris. Ce n'est pas de la recherche. Cela n'a jamais été de la recherche. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas ça. Valérie a pris Brooklyn dans ses bras. Elle l'a laissé pleurer. Quand les pleurs se sont calmés, Valérie a dit, Brooklyn, chérie, il faut que j'appelle le 911. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ce qui se passe depuis 3 ans. Ce n'est pas de la science. C'est de la maltraitance. Je suis obligée de faire un rapport. Vous comprenez? Brooklyn a hoché la tête contre son épaule. Je comprends. C'est pour ça que je suis venue ici. Je ne peux plus faire partie de tout ça. Valérie a regardé Chloé. Appelez le 911. Dites-leur que nous avons un mineur en détresse médicale après une exposition prolongée au froid. Dites-leur que nous avons des preuves de l'existence d'un schéma. Chloé a décroché son téléphone. Brooklyn a chuchoté, est-ce que Misty va me détester? Non, chérie, dit Valérie à voix basse. Tu viens de lui sauver la vie. À minuit 52, Valérie a appelé le 911. À 1h05, elle a appelé le service d'assistance téléphonique de la CPS. À 1h18, Chloé a fini de photographier tous les écrans du téléphone de Brooklyn. Brooklyn avait cessé de pleurer. Maintenant, elle était juste engourdie. Ils vont se réveiller, a-t-elle dit. Mes parents. Ils vont se rendre compte que Misty est partie. Ils vont venir les chercher. Laisse-les faire, a dit Valérie. Je ne la rendrai pas. À l'étage, je dormais dans l'ancienne chambre de Chloé, enfouie sous les couvertures, ma température centrale remontant lentement à la normale. Je ne savais pas que Brooklyn était en bas en train de se confesser. Je ne savais pas que Valérie avait appelé la police. Je ne savais pas que demain matin, tout serait différent. Je savais juste que j'étais au chaud et en sécurité. Et pour la première fois en 3 ans, je ne comptais plus les jours à venir. Je respirais, tout simplement. À 7h15, 2 voitures de police se sont arrêtées dans notre allée. L'officier Raymond Hatt, l'officier Michel Cross et l'inspecteur Joel Benson. Ils avaient un mandat de perquisition signé par un juge d'urgence à 6h30. Mon père a ouvert la porte dans son sweatshirt de l'université du Dakota du Nord, un café à la main. Complètement calme. Officier, puis-je vous aider? Monsieur Larson, je suis l'inspecteur Benson. Nous avons un mandat pour fouiller votre domicile dans le cadre d'une enquête sur la mise en danger d'un enfant. Le visage de mon père a à peine changé. Je suis heureux de discuter de nos méthodes d'éducation. En tant que professeur de psychologie, je peux expliquer la science du comportement qui se cache derrière, Monsieur Larson, l'officier Hart l'a interrompu.
Votre fille a été retrouvée en état d'hypothermie à 23h08 hier soir. Nous ne sommes pas là pour un cours magistral. Écartez-vous, s'il vous plaît. C'est à ce moment-là que l'expression de mon père s'est fissurée. Juste un peu. Brooklyn vous a dit qu'elle se documentait à des fins de recherche. Elle est formée à votre autre fille, monsieur Misty. Elle a été enfermée dehors par un temps en dessous de 0 pendant 85 minutes. Votre voisine, infirmière aux urgences, l'a soignée pour hypothermie et gelure précoce. Ma mère est apparue derrière lui. Ma mère est apparue derrière lui, où est-elle? Où est Misty? En détention préventive, a dit l'inspecteur Benson. Où est Brooklyn? Silence. Mes parents n'avaient pas vérifié. Ils s'étaient réveillés, m'avaient trouvée absente et avaient supposé que je m'étais enfuie ou que j'étais encore dehors. Ils n'avaient même pas cherché Brooklyn. Votre fille cadette est également en détention préventive, a déclaré l'inspecteur. Nous devons vous parler à tous les deux et fouiller la maison. Ils sont allés directement du bureau de mon père, 8 journaux reliés en cuir, 2147 pages de notes, 340 photographies, une clé USB avec des enregistrements vidéo de 12 sessions, des feuilles de calcul Excel suivant les mesures de conformité du sujet A, et quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Une proposition de subvention de 83 pages. L'inspecteur Benson lit la page de couverture. Étude longitudinale sur l'adaptation au stress et le renforcement de la résilience des adolescents dans des conditions défavorables contrôlées. Chercheur principal Preston Larson, PhD, demande de financement, 340 000 $ sur 5 ans, soumise à la National Science Foundation. Il l'a feuilleté. Des échantillons de données, des graphiques, des projections, un plan de recrutement, des adolescents supplémentaires provenant de familles volontaires. Dans une section, on peut lire « Mon père avait l'intention d'étendre, d'officialiser, d'obtenir un financement fédéral, de faire de ce qu'il m'avait fait subir un programme de recherche légitime. Et la proposition de subvention n'a jamais été soumise, mais elle existait, entièrement rédigée, formatée, prête. Il croyait sincèrement qu'il était sur quelque chose d'important. C'est ce qui l'a rendu si terrifiant. L'agent Hart a lu à haute voix une entrée du journal. Jour 1, 15 mars 2021. Base de référence du sujet a établi. Âge, 14 ans. Fenêtre de développement optimale pour le conditionnement de la résilience. L'autorité parentale offre un accès unique à la recherche, qui n'est pas disponible dans les laboratoires traditionnels. Consentement initial obtenu. La mère et l'assistant de recherche B sont informés des protocoles. Il lève les yeux. Consentement initial. Votre fille avait 14 ans. Elle a accepté de participer à des exercices de développement personnel. Mon père a réagi avec raideur. J'ai expliqué, Monsieur Larson, les jeunes de 14 ans ne peuvent pas accepter d'être des sujets de recherche, surtout pas chez eux, surtout pas par leurs parents. Ils ont trouvé d'autres entrées. Jour 382. Le jour 856. Jour 1095. La nuit dernière. Jour 1095. 18 janvier 2024. Protocole de résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Température, 20 degrés Fahrenheit. Durée d'exposition, 85 minutes. Durée réelle contre 90 minutes prévues. Les sujets ont montré les marqueurs de détresse attendus à la minute 35. Plainte verbale croissante à la minute 52. Signe d'hypothermie visible à la minute 73. L'assistant de recherche B a respecté le protocole de documentation. Remarque, l'interruption de sommeil non planifiée des parents a créé une variable non contrôlée. Résultat non concluant mais prometteur pour les itérations futures. L'officier Cross avait l'air de vouloir vomir. Des itérations futures, dit-elle. Vous aviez l'intention de recommencer? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a finalement pris la parole. Vous ne comprenez pas. Nous essayons de l'aider à développer sa résilience. Les recherches ont montré que, l'officier Hart l'a interrompu. Madame. Les recherches montrent que vous avez torturé votre fille et gardé des reçus. Une enquêtrice de la CPS est arrivée à 7h45 avec Angela Dorsey. Elle avait été informée des preuves. Elle s'est assise avec mes parents dans notre salon. J'ai besoin de comprendre, dit-elle calmement.
Vous dirigez une association à but non lucratif appelée Family First Support Network. Votre travail consiste à aider les familles en crise, n'est-ce pas? Ma mère a acquiescé. Et vous avez participé à ces expériences? Sur votre propre fille? Ce n'étaient pas des expériences au sens négatif du terme, dit ma mère. Preston a un doctorat. Il sait ce qu'il fait. J'étais chargée du contrôle de la qualité, je m'assurais que les données étaient correctes. Angela a sorti un imprimé, une des photos de Brooklyn, l'écriture de ma mère sur le journal de mon père. Vous avez modifié cette entrée, virgule? Dit Angela. Le sujet a montré de la douleur au lieu du sujet a montré une réaction de stress prédite. Pourquoi? Le visage de ma mère rougit. C'est un langage plus objectif, plus scientifique. Madame Larson, dit Angela à voix basse. Vous avez aseptisé la documentation sur la douleur de votre fille pour la rendre plus professionnelle. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le silence. Cela signifie que vous saviez qu'elle souffrait. Vous saviez que c'était mal. Et vous avez aidé à le cacher derrière le vocabulaire. À midi, mes parents étaient en garde à vue, arrêtés, on leur a lu leurs droits, on a fait appel à un avocat. Les charges, Preston Larson, 4 chefs d'accusation pour abus ou négligence d'un enfant, crime de classe B. 2 chefs d'accusation pour mise en danger d'autrui, crime de classe C. Un chef d'accusation de maltraitance d'enfant par exploitation. Heather Larson, 2 chefs d'accusation pour abus ou négligence d'un enfant. Complicité. Un chef d'accusation de mise en danger d'autrui. Un chef d'accusation pour défaut de protection d'un enfant. L'Université du Dakota du Nord a mis mon père en congé administratif à 16 heures. Le département de psychologie a envoyé un courriel à tous les étudiants, un examen éthique a été entrepris, le professeur n'enseignera pas au semestre de printemps. Le conseil d'administration du réseau de soutien Family First a tenu une réunion d'urgence ce soir-là. Il a placé ma mère en congé sans solde. Le Grand Fork Herald a commencé à passer des appels. Vendredi après-midi, je me suis réveillée dans la chambre d'amis de Valérie. Mes mains étaient bandées. Mes doigts me picotaient avec une sensation de fourmillement alors que je retrouvais lentement mes sensations. Valérie s'est assise sur le bord du lit. Comment te sens-tu? Confus, répondis-je honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que tu m'aies amené à l'intérieur? Elle m'a tout raconté. Les aveux de Brooklyn. La police. Les preuves. Les arrestations. Vos parents sont en garde à vue, dit-elle doucement. Brooklyn est dans une famille d'accueil temporaire, dans un foyer différent, donc il n'y a pas de risque de coatsing. Vous êtes ici avec moi. CPS a approuvé le placement d'urgence. Je suis un parent d'accueil agréé. Je le suis depuis 8 ans. J'ai compris. Brooklyn, elle va bien? Elle a peur. Elle se sent coupable. Elle demande constamment de tes nouvelles. Je peux la voir? Pas encore. Mais bientôt. J'ai regardé mes mains bandées. Elle m'a sauvée, n'est-ce pas? Elle vient à vous? Oui, a dit Valérie. Elle l'a fait. Je ne la déteste pas, virgule. Ai-je dit à voix basse. J'ai besoin que tu lui dises ça. Elle avait 10 ans quand il a commencé à l'entraîner. Elle ne le savait pas. Valérie a serré ma bonne main. Je ferai en sorte qu'elle le sache. Le premier week-end a été très flou. Suivi médical le vendredi après-midi. Le médecin des urgences a examiné mes engelures, l'ancienne fracture des côtes, les cicatrices sur mes bras. Examen complet. Les radiographies ont révélé la fracture du poignet guérie en 2022 que j'avais oublié. Et la malnutrition a été notée dans mon dossier. Le médecin a tout documenté pour le rapport de police. Samedi matin, Jordan m'a envoyé un texto. Tu vas bien? J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose. Je ne savais pas quoi dire. Comment tu expliques ça? Je suis en sécurité maintenant. Je t'expliquerai plus tard. Les services sociaux m'ont dit que je ne pouvais pas encore voir Brooklyn. Protocole d'enquête. Ils avaient besoin de déclarations séparées. Aucune possibilité de contamination. Dimanche soir, ai-je demandé à Valérie. Brooklyn a-t-elle des problèmes? Elle ne savait pas.
Elle avait 10 ans quand il a commencé à l'entraîner. Elle est aussi une victime, n'est-ce pas? Oui, ma chérie, a dit Valérie. Elle l'est. Et elle t'a sauvé. Ne l'oublie pas. Le premier article est paru le lundi 1er février. Grand Fork Harold, professeur à l'UND, accusé d'avoir fait des expériences sur sa fille. Il est devenu régional mercredi. Associated Press l'a repris. Il est devenu national vendredi. Psychology Today a publié un article d'opinion, quand le monde universitaire permet les abus. L'affaire Larson et les échecs de l'éthique de la recherche. Mon père a été licencié par l'UND le 8 février. L'université a présenté des excuses officielles pour l'avoir employé. Le conseil d'administration de Family First a licencié ma mère le 12 février après qu'elle ait refusé de démissionner. L'organisation à but non lucratif fermera complètement ses portes à l'été 2025, incapable de se remettre du scandale. NBC Datlin a demandé à m'interviewer. J'ai refusé. Je ne voulais pas être une histoire. Je voulais redevenir une personne. Brooklyn et moi avons finalement été autorisés à communiquer à la mi-février, la 5e semaine après cette nuit-là. Elle avait été placée chez notre tante Gwen à Bemidji, dans le Minnesota, à 90 miles de la pointe. Tante Gwen était la sœur cadette de notre père, séparée de la famille depuis 2019. L'éloignement avait commencé à cause de la méthode d'éducation de mon père. À Thanksgiving 2019. Gwen l'avait vu chronométrer ma pause aux toilettes et l'avait questionné. Il lui a répondu, « Tu ne comprendrais pas. Tu n'as pas d'enfant. J'applique des principes fondés sur la recherche. » Gwen avait dit, « Des principes fondés sur la recherche ? Preston, vous chronométrez le pipi d'un enfant de 14 ans. Ce n'est pas de la science. C'est du contrôle. » Ils ne se sont pas reparlé depuis. Lorsque le CPS l'a appelé le 20 janvier, ses premiers mots ont été « Je savais. » Je n'avais pas de preuves. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Est-ce que Misty va bien? Brooklyn m'a écrit une lettre au cours de la 5e semaine. Son thérapeute l'a supervisée. Le service de protection de l'enfance l'a livrée. Je l'ai lu seule dans la chambre d'amis de Valérie. Chère Misty. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je ne sais pas si je me pardonnerai à moi-même. J'ai documenté ta souffrance pendant 3 ans et j'ai appelé ça de la science. J'avais 10 ans quand papa a commencé à me former. Il m'a fait me sentir spécial, important. Et elle disait que nous t'aidions à devenir plus fort. Je l'ai cru parce que c'est mon père et qu'il est professeur, pourquoi mentirait-il? Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû arrêter. J'aurais dû en parler à quelqu'un il y a des années. Je t'ai vu cette nuit-là. À la fenêtre. Je voulais tellement ouvrir la porte, mais on m'avait appris à documenter, pas à interférer. C'était mon travail. Documenter. N'intervenez pas. Quand ils se sont endormis, que le minuteur a continué à tourner et que vous n'avez plus bougé, quelque chose m'a brisé. J'ai réalisé que si quelqu'un d'autre voyait ça et pensait que c'était mal, alors ça devait être mal. Madame Quinn t'a sauvé. Mais j'aurais dû le faire il y a des années. Le 14 mars 2024, j'ai eu 18 ans. La garde de la CPS a pris fin automatiquement. J'étais légalement une adulte. J'aurais pu aller n'importe où, faire n'importe quoi. J'ai choisi de rester avec Valérie. Pas parce que je devais le faire. Parce que je le voulais. Elle m'avait sauvé la vie. Elle avait tout documenté. Elle avait fait en sorte que je ne sois pas seule. Joyeux anniversaire, m'a-t-elle dit ce matin-là, en me tendant un cupcake avec une seule bougie. Merci, ai-je dit, pour tout. Tu es de la famille maintenant, a-t-elle dit simplement, aussi longtemps que tu le voudras. J'ai soufflé la bougie. Je n'ai pas fait de vœux. Je n'en avais pas besoin. J'étais déjà libre. Le procès a été fixé au mois de juin. L'avocat de mon père a tout essayé, 3 requêtes pour retarder le procès. Toutes rejetées. L'accusation a demandé une procédure accélérée. Les preuves étaient accablantes. La pression médiatique était intense. L'université voulait tourner la page. Le juge a accepté. La date du procès, fixée au 3 juin, est maintenue. Les semaines qui ont précédé ont été consacrées à la préparation. Déclaration des victimes. Répétition des témoignages. Examen des preuves.
J'ai vu les journaux pour la première fois dans le bureau du procureur. Les 8 journaux, 2147 pages de mes souffrances documentées par l'écriture soignée de mon père. Vous n'êtes pas obligé de les lire, m'a dit gentiment Amanda Richter, l'assistante du procureur. Je veux les lire, ai-je dit. J'avais besoin de les voir. Tout cela. Le langage clinique. Les questions de recherche. Les énoncés d'hypothèse. Les sections sur les résultats. J'avais besoin de voir comment il avait transformé ma douleur en point de données. Jour 1. Le 382e jour. Jour 856. Le jour 1095. 3 années de ma vie réduite à des variables et des résultats. Lorsque j'ai terminé, j'ai regardé Amanda. Je peux garder une page? Juste une. Laquelle, a-t-elle demandé? Je lui ai montré. Jour 1095. Le chevalier du blizzard. Elle m'a fait une copie. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans mon portefeuille, preuve que j'avais survécu. Le 3 juin 2024. Le procès a commencé. La sélection du jury a pris une journée. 35 jurés potentiels. 12 assis plus 2 suppléants. Le 4 juin. Valérie Quinn a témoigné. Elle a expliqué au jury comment elle m'avait trouvé, l'évaluation médicale, les aveux de Brooklyn, les documents qu'elle et Chloé avaient compilés. Et la défense a tenté de suggérer qu'elle avait réagi de manière excessive, que je n'étais sortie que brièvement, que le froid n'était pas si dangereux. Amanda a montré au jury l'alerte du service météorologique national de cette nuit-là. Conditions potentiellement mortelles. Éviter les déplacements inutiles. Elle leur a montré ma température centrale, 94,3 degrés, et le seuil d'hypothermie, 95. Elle leur a montré des photos de mes doigts gelés. La défense a reculé. Le 5 juin, l'officier Hart a témoigné sur la saisie des preuves. Il a lu son journal à haute voix. Le jury avait l'air malade. Le 6 juin, Angela Dorsey, l'enquêtrice de la CPS, a présenté l'analyse du modèle. 42 séances documentées sur 3 ans, escalade clairement visible. Le 7 juin. Brooklyn est venue à la barre. Ma sœur est entrée dans la salle d'audience dans une simple robe bleue. Tante Gwen était assise dans la tribune. Je me suis assise à côté de Valérie. Les mains de Brooklyn ont tremblé lorsqu'elle a prêté serment. Amanda lui a demandé d'expliquer son rôle. Mon père m'appelait son assistante de recherche. Brooklyn a déclaré à voix basse. À partir de mes 10 ans, il m'a entraîné à documenter les réactions de ma sœur pendant ce qu'il appelait des expériences. Je pensais que j'apprenais la science. Il m'a dit que Misty s'était portée volontaire, que nous l'aidions à développer sa résilience, que les données que nous recueillions pourraient aider d'autres adolescents. Quand as-tu réalisé que ce n'était pas vrai? La voix de Brooklyn se fissure. Le 18 janvier. Lors de la séance 43. J'étais censée me documenter toutes les 15 minutes. Mes parents se sont endormis. Le minuteur a dépassé les 90 minutes. J'ai vu ma sœur arrêter de bouger. Je l'ai vue se figer, et j'ai enfin compris. Amanda a montré au jury le journal des SMS de Brooklyn, les instructions de notre père. Documenter les réactions avec précision. Ces données sont précieuses. Session 38 demain, j'ai besoin que vous vous documentiez toutes les 30 minutes. Mettez des alarmes. La précision est importante. Vous contribuez à quelque chose d'important. Qu'est-ce que ces messages vous ont fait ressentir? Demande Amanda. Spécial, a dit Brooklyn. Important. Comme si je faisais quelque chose de précieux. Elle a regardé le jury. J'avais 10 ans. Mon père est professeur de psychologie. Je croyais tout ce qu'il me disait. L'avocat de la défense a procédé à un contre-interrogatoire. Votre père vous a-t-il déjà fait du mal physiquement? Brooklyn l'a regardé droit dans les yeux. Oui, dit-elle calmement. Il m'a fait du mal en m'obligeant à faire du mal à ma sœur. Il a utilisé mon enfance comme une arme. Il m'a utilisé comme un outil pour torturer Misty et m'a fait croire que c'était de l'éducation. C'est une blessure qui ne laisse pas d'échymose, mais c'est quand même un dommage. La salle d'audience est restée silencieuse. Pourquoi avez-vous avoué à Madame Quinn cette nuit-là? Parce que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus regarder. Je ne pouvais pas me documenter.
Je ne pouvais pas prétendre que c'était de la recherche alors que ma sœur était mourante. Vous auriez pu réveiller vos parents. J'ai essayé. Ils ne se sont pas réveillés. Et même s'ils l'avaient fait, que se serait-il passé? Ils l'amèneraient ici. Et la session 44 aurait lieu la semaine prochaine. Rien ne changerait si quelqu'un d'extérieur ne voyait pas la vérité. Elle m'a regardé dans la galerie. Nos regards se sont croisés. J'ai franchi la porte d'à côté parce que j'avais enfin compris. Ma sœur avait besoin d'être sauvée, et j'étais la seule à pouvoir le faire. Le 10 juin. C'est mon tour. J'ai marché jusqu'à la barre des témoins, j'ai levé la main droite, j'ai juré de dire la vérité. Mon père était assis à la table de la défense, en costume. Ma mère était à côté de lui. Ils avaient tous les deux l'air plus petits que dans mes souvenirs. Amanda m'a fait suivre la chronologie des faits. Mars 2021. La première séance. L'escalade, les 3 années. Avez-vous consenti à être un sujet de recherche? Je ne savais même pas que j'en étais un jusqu'à ce que la police me montre les journaux. Je pensais que je ne faisais que survivre à ma famille. Elle m'a montré les entrées du journal, m'a demandé de les lire. Jour 382. 3 avril 2022. Essai de restriction alimentaire, jour 3. Le sujet montre l'irritabilité attendue, apprend la discipline. J'ai regardé le jury. Je mourais de faim. Je n'apprenais pas la discipline. J'avais faim. Faible. Effrayé. Jour 856, 10 juin 2023. Privation de sommeil à l'heure 32. On a demandé au sujet de résoudre un problème mathématique simple. Réponse incorrecte. Excellente donnée sur l'impact de la fatigue. J'étais éveillée depuis 32 heures. Et elle a continué à me tester, me réveillant si je commençais à m'endormir. Je n'arrivais pas à penser correctement, et il a qualifié mon épuisement des excellentes données. Jour 1095, 18 janvier 2024. Protocole de résilience aux conditions météorologiques extrêmes. Je me suis arrêtée, j'ai regardé mon père. Il n'a pas voulu croiser mon regard. C'est la nuit où j'ai failli mourir, ai-je dit à voix basse. La nuit où je suis restée dehors pendant 85 minutes par une température négative de 20 degrés parce que j'étais en retard de 20 minutes au travail. La nuit où mes parents se sont endormis et ont oublié que j'étais gelée. La nuit où ma sœur a enfin compris en quoi mon père l'avait transformée. Amanda a laissé tomber. Puis elle demande, Misty, t'es-tu portée volontaire pour tout cela? Non. Votre père vous a-t-il dit que vous pouviez arrêter? Non. Parce que je n'étais pas volontaire, j'étais le sujet A, et les sujets de recherche ne peuvent pas se retirer au milieu de l'étude. L'avocat de la défense a tenté de me secouer, suggérant que j'exagérais, que j'étais une adolescente difficile qui avait besoin d'une structure. Je suis restée calme. J'avais une moyenne de 3,7. Je travaillais 15 heures par semaine. J'avais des amis. Je suivais des règles. Et la seule chose difficile chez moi, c'est que je voulais survivre avec dignité. Il n'a rien répondu à cela. Avant de me retirer, je me suis tournée vers Brooklyn dans la galerie. Le juge l'a autorisé. C'est inhabituel. Mais elle l'a autorisé. Ma sœur m'a sauvé la vie, ai-je dit en regardant Brooklyn. Elle a été utilisée. Manipulée. Préparée. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est grâce à elle que je suis libre. Brooklyn pleurait. Brooklyn, tu n'es pas mon ennemi. Tu ne l'as jamais été. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Nous sommes le 11 juin. À 16h35. Le jury délibère depuis 90 minutes. Exactement 90 minutes. La même durée que celle prévue par mon père pour la session 43. Ils sont rentrés. Le président se lève. Sur le chef d'accusation de maltraitance d'enfants au 1er degré. Coupable. Pour le chef d'accusation de mise en danger d'enfants. Coupable. Chef d'accusation après chef d'accusation. Coupable. 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 Tous les chefs d'accusation. Les 2 parents. Coupables de tout. Mon père a dit. C'est fini.
Nous avons pleuré tous les deux. Pas de tristesse. De soulagement. 3 ans de torture. 6 mois de procédure judiciaire. 90 minutes de délibération du jury. La justice. Et la sentence est tombée en août. Preston Larson. 12 ans de prison. Possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Interdiction à vie d'enseigner. Heather Larson. 8 ans de prison. Possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 ans. Toutes les licences professionnelles lui ont été retirées. Lors de la condamnation, j'ai lu une déclaration de la victime. Mon père m'a appris que la douleur forge le caractère. Il avait tort. Ce qui m'a forgé le caractère, c'est d'avoir décidé que sa recherche s'arrêterait avec moi. Ce qui a forgé ma force, c'est d'avoir survécu malgré lui, et non à cause de lui. J'ai regardé Brooklyn dans la galerie. Ma sœur n'est pas mon ennemie. Elle est son autre victime. Ensemble, nous avons fait en sorte qu'il ne recommence jamais. J'ai regardé mes parents. Je ne vous pardonne pas. Le pardon signifierait que ce que vous avez fait est pardonnable. Ce n'est pas le cas. Mais je suis libéré de vous. Et c'est mieux que le pardon. C'est le pouvoir. Vous avez essayé de faire de moi un sujet à. Vous avez essayé de me réduire à des points de données et à des mesures de conformité. Vous avez échoué. Je suis Misty Larson. J'ai survécu. Et je ne fais que commencer. Nous sommes en mars 2026, 2 ans et 2 mois après cette nuit de blizzard. J'ai 20 ans, je vis à Grand Fork, je vais à l'université du Dakota du Nord, le même campus où mon père avait l'habitude d'enseigner. Il y a une certaine poésie là-dedans. J'étudie le travail social avec une mineure en psychologie éthique. Ma moyenne est de 3,7. Je travaille à temps partiel comme défenseur des victimes dans une association locale. Pas Family First, qui a fermé en 2025. Une autre. Une qui aide vraiment les gens. Je pèse 1,5 kg. Un poids sain pour ma taille. Valérie le surveille encore doucement, s'assurant que je mange suffisamment. Ce sont les vieilles habitudes des premiers mois. Mes engelures ont guéri en grande partie. Mon index et mon majeur droit restent engourdis par temps froid. J'ai perdu la sensibilité de la moitié de mon petit doigt de pied gauche. Des petits prix, des rappels permanents. Ils ne me dérangent pas. Ils sont la preuve que j'ai survécu. Je vois un thérapeute 1 fois par mois. Il s'agit de séances d'entretien. Le traitement est en cours. Certaines blessures guérissent lentement. Je n'ai aucun contact avec mes parents. Une ordonnance restrictive s'en assure. Ils m'écrivent des lettres depuis la prison. Je ne les ouvre pas. Valérie les conserve dans une boîte dans son grenier. Peut-être qu'un jour je les lirai. Peut-être pas. Brooklyn vit avec tante Gwen à Bemidji. Elle a 15 ans maintenant, presque 16. Et termine sa 2e année de lycée. Elle suit une thérapie chaque semaine, et travaille sur tout. Nous nous envoyons des textos tous les jours, des appels vidéo toutes les semaines, des visites tous les mois. Notre relation s'est reconstruite lentement. La base est l'honnêteté. Nous ne prétendons pas que le passé n'a pas eu lieu. Nous ne prétendons pas qu'elle n'en faisait pas partie. Nous reconnaissons la vérité et allons de l'avant. À partir de là. Le jour de son 15e anniversaire, en mai dernier, je me suis rendue à Bemidji pour y passer le week-end. Nous sommes allés au cinéma, avons mangé des glaces, avons parlé de choses normales, de l'école, des amis, de la musique. Mais nous avons aussi parlé des choses difficiles. Tu te détestes toujours ? Lui ai-je demandé. Parfois, a-t-elle admis, quand je pense aux journaux, à ce que j'ai écrit, au fait que je ne l'ai pas vu. Vous étiez une enfant manipulée par un expert en manipulation. Fais-toi plaisir. Elle a souri. Doucement, tristement. Vous parlez comme mon thérapeute. Votre thérapeute a raison. À Noël 2025, nous avons passé les fêtes avec la famille de Valérie. Chloé est rentrée de l'école de médecine. Nous avons cuisiné ensemble, regardé des films, sans parler du procès, de la prison ou du passé. Nous avons simplement existé en tant que personnes ayant survécu à quelque chose de terrible et réapprenant à vivre. En janvier 2026, Brooklyn a fait une percée dans sa thérapie. Elle m'a envoyé un message. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose. Tu ne me détestes pas.
Je dois arrêter de me haïr. Je l'ai appelé immédiatement. Fière de toi. C'est énorme. J'y arrive, a-t-elle dit. Lentement. Lentement, c'est bien. Nous avons le temps. L'Université du Dakota du Nord a mis en place une nouvelle surveillance éthique en 2024. Les Larson Protocol for Faculty Family Research. Mandatory Reporting. Examen externe. Protection des mineurs. Le Dakota du Nord a adopté une loi en 2025. La loi Larson. Déclaration obligatoire pour les établissements d'enseignement qui soupçonnent des recherches à domicile sur des mineurs. Enseignants. Administrateurs. Conseillers. Tous formés à reconnaître les signes. Le nom de mon père est désormais associé à la prévention, et non à la découverte, ni à la recherche de pointe. Il s'agit simplement d'un avertissement sur ce qui se passe lorsque l'autorité devient un abus. Au cours de l'année écoulée, j'ai pris la parole lors de 3 conférences, des symposiums sur l'éthique en psychologie et des séminaires sur le travail social, pour parler de la reconnaissance de la maltraitance académique déguisée. Les gens me demandent, comment se fait-il que personne ne l'ait remarqué? Je leur réponds, ils l'ont fait. L'infirmière scolaire, le conseiller. Les voisins. Ils l'ont remarqué. Mais il ne suffit pas de remarquer. Quelqu'un doit agir. Quelqu'un doit être Valérie Quinn. Quelqu'un doit documenter. Quelqu'un doit appeler. Quelqu'un doit refuser de détourner le regard lorsqu'il est plus facile de supposer que tout va bien. Quelqu'un doit être Brooklyn à 23h45, marchant à côté en pyjama et dans la peur, transportant des preuves qu'elle ne comprend pas entièrement, mais qu'elle sait être importante. C'est comme ça que ça s'arrête. Valérie Quinn travaille toujours comme infirmière aux urgences. Elle prévoit de prendre sa retraite en 2027. En juin 2025, elle a été récompensée pour son intervention au service de la communauté. Elle m'appelle toujours ma chérie. Je l'appelle toujours Valérie au lieu de maman, mais la frontière entre famille d'accueil et famille d'élection s'est estompée il y a longtemps. Chloé est en 3e année de médecine et veut se spécialiser en médecine d'urgence. Comme sa mère. Nous nous envoyons des textos de temps en temps, elle prend de mes nouvelles, me demande comment je vais, se souvient de la fille pour laquelle elle a aidé à documenter des preuves. L'officier Raymond Hart travaille toujours pour la police de Grand Fork. Il m'envoie parfois des courriels pour me tenir au courant d'affaires similaires sur lesquelles il travaille et me demander si je serais prête à le consulter en tant que défenseur des survivants. Je réponds toujours par l'affirmative. Amanda Richter, la procureure, a rejoint le bureau du procureur général de l'État en 2025. Elle s'occupe aujourd'hui de cas d'abus très médiatisés dans tout l'État. Nous avons pris un café le mois dernier. Elle m'a dit que l'affaire Larson avait changé sa façon d'aborder l'épreuve. Votre père a tout documenté, m'a-t-elle dit. C'est l'affaire la plus facile que j'ai jamais instruite. Ses propres mots l'ont condamné. C'est ironique ai-je dit. Il pensait que les journaux prouvaient qu'il était un scientifique. Ils ont juste prouvé qu'il était un monstre avec un système de classement. Elle a ri. J'utilise cette phrase. Les gens me demandent si je pardonne à mes parents. Je ne les pardonne pas. Le pardon signifierait que ce qu'ils ont fait est pardonnable. Ce n'est pas le cas. Mais je me suis libérée d'eux. Je ne pense plus à eux tous les jours. Ils ne contrôlent pas mes pensées, mes choix ou mon avenir. Ce n'est pas du pardon. C'est quelque chose de mieux. C'est la liberté. Le 15 mars 2026, 5 ans jour pour jour après le premier jour de recherche de mon père, j'ai ouvert mon propre journal, pas un journal de recherche, juste un journal, personnel, privé, à moi. J'ai écrit sur la première page que je m'appelais Misty Larson. J'ai 20 ans. Ne suis pas le sujet A. Je ne suis pas un point de données. Je ne suis pas une variable dans l'expérience de quelqu'un d'autre. Je suis une survivante, une étudiante. Une sœur, une fille pour la femme qui m'a choisie, une avocate pour les personnes qui ont besoin que quelqu'un les croie. Il y a 5 ans, mon père a écrit le premier jour dans son journal. Il pensait commencer des recherches. En réalité, il ne faisait que documenter son propre crime. Aujourd'hui, j'écris mon propre premier jour, non pas celui de la recherche, mais celui du reste de ma vie. Je suis libre depuis 760 jours et je ne fais que commencer. J'ai fermé le journal et l'ai rangé sur mon étagère, à côté de mes manuels scolaires. À l'extérieur de la fenêtre de mon appartement,
Grand Fork se réveillait. Dans le Dakota du Nord, le mois de mars est encore synonyme de froid, mais le printemps arrive. Je le sens point, j'ai pris mon manteau, un bon manteau maintenant, un manteau chaud conçu pour les températures inférieures à 0. Et je suis sortie pour rejoindre Brooklyn pour le petit déjeuner. Elle était venue en voiture hier soir. Nous passions le week-end ensemble. Des choses normales entre sœurs. Café. Shopping. Film. Parler. Construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui était cassé. Pas parce que je devais le faire. Parce que je le voulais. Parce que nous avons tous les deux survécu. Et la survie, nous l'avons appris, n'est qu'un début. Le véritable travail consiste à apprendre à vivre. Et nous y arrivons de mieux en mieux. Shocking for me to do that. It did play over it, right? But now that that happened, I definitely have to go and figure out a better way to protect myself and people on TikTok. Ah, Dancing Dinos! I do love those Dancing Dinos. Okay, so it's in a tree. Oh no, it was up. Fuck. It's at the mouth of it, right over here. You don't mind running over there too? Yeah, I'll probably have you do that. Just because it makes life easier. It's just like everything about my stream has grown exponentially faster than I anticipated, so it's just been really weird. Not today, of course, yeah. Yeah. Not gonna worry about it today. Legendary fish here? There is a legendary fish here. Look at his cute little crown. This? Nah, it's up. TikTok chat is vastly different than Twitch chat. Oh, no, 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 no! We did so good! We did so good, and I was so proud of us, Arthur. And you had to go and do that to me. Why? 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 All right. All right. You know what? We've had our fun. You and I, we've had our fun. Channel growth is all Arthur's fault. You know, I appreciate Arthur for that. I'll always appreciate Arthur for that. I also think it has something to do with me, and you guys enjoy my company. Hopefully. I just can't go through the wilderness? You really want me to go all the way the fuck around? Hell no. We're gonna do this the hard way. Thanks, Mia. Okay, so... And my cute ass hair? Aw, shucks. I do my own hair too. Okay, now I think we're getting somewhere. It has everything to do with me. You guys! So nice. Okay. Put that away. Not this tree. We gotta be very careful. Ah. That one because he's so tall. Let me reopen that map again. Motherfucker. Anyway, so now it's just Twitch chat today. So it's just you and me, guys.
I could be the twin sister of your ex? Oh, that's weird. That's weird. No offense to you. I do have a face that people say can be doppelganger-ish. So it just means I have a common face. Just your basic white girl. Okay. It is a big tree. It's a big tree. No, because there's the tall one. Probably one of them. Through the trees. Yeah, you can see my map again. I'm trying to figure this out as best as I can. Oh, look, the trapper's there. Sketch map location. I'm so excited I found that map on my own. Dude, I'm like right on it. Oh, a little bit. Dude, it's right where my fucking horse is. It's right where my fucking horse is, right, Mia? It is that tree. I thought it was that tree. Now wait a damn minute. Why isn't it giving me anything? No, it's a bigger tree. No, it is this tree. I'm gonna have this debate with myself for a minute. Do I have gold bars in my inventory? I probably do. I have 6 gold bars in my inventory, bro. Could that be why? Oh, okay. So, then on that note, marker. We will do this then. Okay, girl. Hey, cutting in keeper, get fucked. Okay, let's see. Whoopsie daisy. Now to the trapper. I'm gonna be so fucking rich you don't even know. Let's see how obscene my money can get. I already have 44,000. What? That's not 4,400. Wait, I don't have anything to sell to him. No, because he already has what I had. Nothing quite like wearing your best day's work. Yeah, he's got that fox pelt. What takes the frickin' moose again? Too bad he don't take gold bars, I know. Oh, I could have some nice moccasins. And a nice jacket. Look at how spiffy he is with the fringe and shit. I got no competition.
I just want him in some ashless chaps. Is that too much to ask for? I don't think so. All right. So he has exactly what I want. I just wanted to put eyes on that. And then now I've got to go to a fence, which is the closest going to be Emerald Ranch. Why don't we just do this in fast travel? That'll work. Looking at my calendar real quick. Okay, sorry. I just had to make sure I had my days right as well in my brain.